Le succès d'une entreprise s'appuie sur une culture favorisant l'esprit dynamique d'équipe. Ce succès peut être freiné par un manque de vision globale, une communication franche et directe entre les membres de l'entreprise. Quelle solution à ces problématiques? Un team building. Un team building invite les participants à relever des défis d'équipe valorisant et enrichissant autour des objectifs et valeurs de l'entreprise. Acteurs de l'événement, les participants garderont un vif moment d'émotion gravé dans leur mémoire. Voulez-vous renforcer la cohésion de votre équipe, développer l'intelligence collective, intégrer de nouveaux collaborateurs, désamorcer les conflits, booster la motivation individuelle et collective, communiquer autrement? Contactez ITTE. Team Building. ITTE. Team Building organise pour vous et vos équipes des team building partout au Sénégal et partout en Afrique. Des team building. Oui, regrouper l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, libérer les énergies. En jumelant divertissement et la mise en pratique des techniques de consolidation d'équipe avec une approche s'appuyant sur les principes suivants. Favoriser l'entente cordiale entre tous les employés, désamorcer des conflits, permettre à tous les travailleurs de l'entreprise d'être dans une cohésion exceptionnelle. Rendre très heureux les participants et acteurs de l'événement, favoriser les échanges et les communications entre tous, libérer les énergies d'équipe, fédérer l'ensemble des participants autour des objectifs et des valeurs de l'entreprise. ITTE organise pour vous des team building où l'ensemble des employés de l'entreprise se retrouvent dans un cadre pour relever ensemble des défis. Regardez ça. Le team building s'applique à tout événement et manifestation professionnelle, séminaires, conventions, conférences, soirées de gala et autres. Le team building de ITTE Group est un catalyseur de compétences, révélateur d'aptitude, de savoir-faire et d'habilité. ITTE, des professionnels à votre service. ITTE vous accompagne pour que l'entreprise soit bien sûr un milieu naturel d'échange où l'employé a envie de venir travailler, mais aussi être en harmonie avec ses collègues, être en harmonie avec l'entreprise. D'ailleurs, si ça se fait, le succès est bien garanti. Regardez ce que fait ITTE. ITTE fédère l'ensemble des employés autour des valeurs de l'entreprise. Alors, contactez vite ITTE pour votre team building. ITTE Group, en plus du team building, est un cabinet RH qui offre des formations en inter et intra-entreprise, recrutement et trading. Visitez notre site web www.itttegroup.com ou appelez-nous au 33 827 76 72, 33 827 76 72 ou le 77 703 69 69. Contact @itteconsulting.com. ITTE, yes, pour organiser et réussir votre team building. Ensemble au service de la performance. Très bien, bonjour à tous et bienvenue au webinaire. Nous sommes très ravis de vous accueillir à ce webinaire dédié à la transformation digitale à l'ère de la COVID-19. Je me présente, je suis Mamadou Gueye, directeur associé au cabinet ITTE Consulting. Slide. Très rapidement, je vais vous présenter le cabinet ITTE Consulting. ITTE accompagne l'ensemble des acteurs du développement économique et social, public-privé, de la stratégie à l'organisation avec 4 domaines d'activité principalement. Slide. ITTE Consulting fait de la formation et du conseil. Deuxième domaine d'activité, le recrutement et l'intérim. Troisièmement, le team building, l'organisation des team building. Et tout ce qui est moins généraux, le trading. Slide. Le plan de ce webinaire, vous voyez, avec nos références, le plan de ce webinaire sera articulé ainsi. Premièrement, la présentation du thème principal. Je vous ferai un petit résumé du profil de l'intervenant, Dr Amri. Ensuite,
je laisserai la parole à Dr Ambry pour une présentation d'une demi-heure sur ce qu'est la transformation digitale à l'ère de la COVID-19. À la fin, il y aura une séance de questions-réponses. Pour la présentation du thème, slide, vous savez que la transformation digitale est à la mode et aujourd'hui constitue l'actualité la plus brûlante en ce moment. On en parle beaucoup depuis un certain temps. La transformation digitale à l'ère de la COVID-19, vous voyez, la crise sanitaire provoquée par l'apparition du coronavirus est mondiale, mais les décisions de confinement prises par la majorité des pays impactés transforment cette crise en crise économique et sociale. Toute crise de cette ampleur accélère forcément les grandes tendances déjà présentes dans le monde. Transition écologique, urbanisation, économie circulaire, etc. Quels sont les impacts de cette crise sur les entreprises, sur les habitudes de travail et de la consommation, sur l'éducation et sur la santé des citoyens? L'objectif de ce webinaire sera justement de répondre à toutes ces questions et de vous présenter des pistes de réflexion, des pistes ou bien des propositions de solutions. Alors, je vais vous présenter à présent l'intervenant. Un petit résumé sous forme de condensé sélectif. Dr Ambry est directeur associé à l'Institut africain du numérique. Il est docteur en informatique de l'Université Clermont-Ferrand, expert en transformation digitale, marketing digital et en système d'information. Il a exercé la fonction de directeur des systèmes d'information dans des secteurs tels que la banque, l'assurance. Il a également enseigné et il enseigne toujours dans les plus grandes universités du Maroc, mais également à l'UIT et au CENAM de Clermont-Ferrand. Voilà, c'était de façon condensée la présentation du profil de l'intervenant. Alors, il va, au cours de ce webinaire, répondre à différentes questions. Il va nous parler de la transformation digitale, ce qu'est la transformation digitale, qui est concerné par cette transformation digitale, mais également les ressources humaines au cœur de la transformation digitale. Docteur Ambry, je vous donne la parole, je vous passe la parole. Bien. Bonjour, merci beaucoup Mamadou Gueye. Donc, de mon côté, je suis vraiment très ravi, très content de partager mes réflexions sur la transformation digitale et notamment donc à l'heure de la COVID-19. Je remercie également le groupe ETTE de me donner cette occasion pour animer donc avec Monsieur Mamadou Gueye ce webinaire. Alors, la première chose que je commence en général, évidemment, comme c'est un premier webinaire que j'organise avec vous, c'est vraiment de donner une définition un peu formelle de ce que c'est la transformation digitale. On va arriver par la suite vraiment sur une définition beaucoup plus opérationnelle, telle que, évidemment, elle est pratiquée par les entreprises et les organisations aujourd'hui. Donc, le mot, en fait, transformation, donc digitale, donc sémantiquement, en fait, ça veut dire transformation, comme vous le savez, ça veut dire conversion, changement, évolution. Mais évidemment, c'est un mot polysémique, en fait, c'est qu'il prend plusieurs sens et le sens, évidemment, il va dépendre, vous savez, comme toute chose sémantique, d'ailleurs, il va dépendre du contexte. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, dans la transformation, c'est qu'en sens ça, il y a un objectif. Donc, c'est quelque chose, c'est un processus d'abord. Okay? Donc, c'est un processus. C'est vrai que de plus en plus, en fait, on va utiliser évidemment la technologie, mais je préfère quand même vous dire tout de suite, la transformation digitale, ce n'est pas la technologie. Donc, il ne faut pas partir sur la technologie directement. Cette technologie reste évidemment un moyen, c'est un levier, c'est évidemment important. La transformation digitale, donc c'est un process, comme je viens de le dire, permanent. Il est dynamique, parce qu'en fait, il y a toujours avant la transformation et après. Et évidemment, ça touche essentiellement, comme vient de le dire Mamadou Gueye, donc ça touche évidemment les ressources humaines, ça touche l'organisation de l'entreprise, ça touche le management de l'entreprise. Et j'aurai l'occasion de développer ces thématiques au cours de cette présentation. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la transformation digitale,
est lié au développement et à l'intégration des technologies numériques de collaboration, donc à titre individuel ou collectif dans les organisations. Comme je viens de le dire, donc ce qu'il faut retenir pour moi en tout cas, la transformation digitale, c'est un process permanent qui va inciter l'organisation à revoir ou à réinventer ses interactions avec ses prospects, avec ses clients, avec ses partenaires de l'écosystème. Il va revoir ses processus internes de l'entreprise parce qu'il faut les optimiser, il faut améliorer les processus internes de l'entreprise, mais aussi les processus de travail, évidemment, avec les clients, les processus avec les partenaires de l'écosystème. Ça touche aussi son management, son organisation et son business model, parce que ça peut avoir un impact sur le business model. Il y a parfois des entreprises qui démarrent un nouveau business model, évidemment, grâce au digital. Et ça touche évidemment les produits et les services qui sont proposés par l'entreprise. Et on l'a vu d'ailleurs avec Covid, de plus en plus, en fait, les entreprises, ils ont basculé totalement, partiellement, leurs produits et leurs services vers le digital, en particulier avec le développement du commerce électronique et le télétravail, le télémédecine, etc. Donc, il y a un certain nombre de secteurs, évidemment, qui ont basculé, évidemment, vers le digital. Mais il y a un slide, d'ailleurs, prévu pour ça, mais je préfère quand même vous le dire tout de suite, parce qu'en réalité, avec la transformation digitale, avec ce qu'on voit avec le Covid-19 aujourd'hui, la tendance aujourd'hui dans le monde, c'est vraiment de basculer, de shifter, comme on dit en anglais, de basculer tous les points de contact finalement entre un client et l'entreprise ou une organisation en général. Alors, quand je dis les points de contact, c'est tous les points avant l'achat. C'est important, en fait, digitaliser tous les points de contact avant l'achat. Pendant l'achat, évidemment, quand c'est possible, hein, quand c'est un produit matériel, donc il faut évidemment venir le chercher ou faciliter la livraison. D'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dernièrement, d'entreprises qui ont trouvé un partenariat avec des entreprises pour effectuer la livraison. Donc, le client, il fait sa commande via le digital et la livraison est faite par une entreprise, soit directement, soit via un partenaire extérieur. Voilà, donc ce que vous voyez dans le slide ici, évidemment, c'est que les clients et les consommateurs consultent évidemment les avis des clients, et ça a un impact sur le parcours d'achat du client. Ce n'est pas seulement, comme c'est dit ici, une question de communication. D'ailleurs, il y a une petite erreur ici. Ce n'est pas une question de communication, mais c'est un enjeu business pour les entreprises. Aujourd'hui, la réputation de l'entreprise, évidemment, va dépendre des avis, des recommandations et des clients qui sont donnés par les clients. Voilà, donc vous voyez, c'est une mutation des comportements des clients. Et ça, on l'a vu évidemment. Avant, on le disait d'ailleurs, avant Covid-19, il y a eu une mutation des comportements des clients grâce évidemment au digital, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la mobilité, grâce aussi aux moteurs de recherche en général. Donc, du coup, en fait, le digital provoque une mutation accélérée des attentes et des comportements de clients. De nouveaux entrants créent des expériences comme les plateformes, évidemment, créent de nouvelles expériences pour les clients, et les clients en général, ils aimeraient vivre la même expérience qu'ils ont avec d'autres entreprises. C'est un modèle donc de consommation qui est parce que le client est beaucoup plus exigeant et il a la possibilité évidemment de comparer via les plateformes et via les moteurs de recherche en général. Donc, comme je viens de dire, en fait, ce qui est important, en fait, c'est aujourd'hui pourquoi c'est le moteur de recherche et les recommandations. Et je viens de le dire, en fait, c'est vraiment quelque chose de très important parce que le client aujourd'hui, quand il a besoin de quelque chose, il va d'abord chercher dans les moteurs de recherche. Et évidemment qu'il faut que l'entreprise soit présente aussi bien sur le web, sur les réseaux sociaux en général, la mobilité aussi. Et ça a un impact sur le parcours d'achat, comme vous voyez ici, mais aussi ça a un impact sur la valeur cognitive, sur l'influence en fait de cette partie-là sur le client. Alors, dans ce slide, ce que vous voyez ici, en fait, c'est
ce que j'explique moi en général, le pourquoi et le comment en fait. Parce que le pourquoi en fait, c'est que le quoi et le comment. Le quoi en fait, c'est les processus opérationnels de l'entreprise, les processus de travail à l'intérieur de l'entreprise, les processus de travail avec les clients en fait, avec les clients et les processus de travail avec ses partenaires de l'écosystème. Alors c'est vrai que j'ai la tendance en général de parler d'entreprise, mais ce que je viens de dire ici est valable aussi dans les administrations publiques, etc. Mais le client, évidemment, dans ce cas-là, c'est plutôt un citoyen. Donc, tous les processus de travail avec le citoyen doivent être revus, digitalisés pour améliorer son parcours, améliorer son expérience client. Et ça a un impact, évidemment, si l'entreprise peut développer un nouveau business model. Maintenant, le comment on peut faire ça. Évidemment, il y avait la technologie. Je viens de la citer. Donc, la technologie, c'est un moyen. La transformation digitale, ce n'est pas la technologie. La technologie reste un moyen. C'est un catalyseur. L'innovation, aussi, il faut innover en termes de produits, en termes de services, en termes d'organisation. Il faut avoir une vision commune. Alors, c'est un rapport d'ailleurs un petit peu avec les ressources humaines. C'est qu'il faut avoir une vision globale de la transformation de l'organisation à l'ère du digital. Et cette transformation doit être partagée avec l'ensemble des collaborateurs, avec l'ensemble évidemment des partenaires de l'écosystème de l'entreprise. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est que l'entreprise peut, c'est un slide en fait de MIT. Ce que vous voyez aussi, c'est que l'entreprise, en tout cas, ce slide est présent deux axes. Un axe, l'expérience client, et un axe, si vous voulez, l'efficacité des processus. Une entreprise, il peut, comme vous le voyez, par exemple, sur le 3, il va mener de front, si vous voulez, aussi bien l'amélioration de l'expérience client, améliorer son parcours, comme je viens de le dire, améliorer son parcours avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat. Aussi, donc sur le 3, il va mener les deux, comme je viens de le dire. Le 2 prime, c'est une entreprise qui aujourd'hui, en fait, sa priorité n'est pas nécessairement d'optimiser ses processus internes, donc il va accorder beaucoup plus d'importance à l'amélioration de l'expérience client. Le 1, c'est différent, c'est l'inverse, évidemment. Il accorde peu d'importance à l'expérience client, peut-être parce que les clients sont satisfaits de son expérience, et du coup, il va donner beaucoup plus d'importance à automatiser les process, parce que vous savez que quand on automatise les processus internes de l'entreprise, non seulement ça a un impact évidemment sur la productivité des collaborateurs. Alors, en dernier lieu, le 4, en fait, le 4, c'est ce qu'on appelle une plateforme. En fait, l'entreprise, soit c'est une nouvelle entreprise qui va mettre directement la plateforme, soit une entreprise qui existe, il va mettre toutes ces données. En fait, les données vraiment sont très importantes dans la transformation digitale en général. Il va mettre une plateforme dans laquelle il va connecter ses clients et aussi travailler avec les partenaires de son écosystème pour offrir une expérience client unique et mémorable. Donc, comme je viens de le dire, en fait, la transformation ne se limite pas seulement à l'intégration de technologies et à la digitalisation de process. Ça va révolutionner évidemment les usages des clients comme vraiment premier vecteur de changement. Quand on mène une transformation digitale, et ça, c'est un rapport évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de directeurs de ressources humaines avec nous, et ça, il faut mener de front un programme, un projet de conduite de changement, parce que ça a un impact évidemment en termes de changement sur le collaborateur. Il faut les accompagner en termes de formation, en termes d'assistance, en termes de support. Donc, en fait, c'est la transformation digitale est une révolution hors radar. En fait, c'est pourquoi certaines entreprises, en fait, en particulier les petites et moyennes entreprises, ont eu beaucoup de difficultés pour lancer leur transformation digitale, parce que c'est une révolution en réalité qui vient de l'utilisateur, qui vient de la société qui maintenant utilise Internet, les moteurs de recherche, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et la mobile avec le mobile. Et vous savez qu'en Afrique, en fait, en particulier, le taux d'équipement mobile, d'ailleurs, est assez
assez élevé. Dans pratiquement de tous les pays, ils atteignent 100%, sinon dans certains pays, ça dépasse 100%. Par contre, en Afrique, évidemment, comme vous le savez, ce n'est pas certainement peut-être pas le cas au Sénégal, pas au Maroc nécessairement. L'infrastructure, en fait, reste dans certains pays africains un handicap, en fait, pour développer le digital, pour développer les usages. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai parlé de la transformation digitale d'une organisation. Mais ce qu'il faut voir en réalité, c'est que la transformation digitale touche en fait des secteurs entiers comme la santé, l'éducation. On l'a vu avec Covid-19, la santé avec la télémédecine, l'éducation aussi, où la plupart des écoles d'ingénieurs, ou les business schools, même l'enseignement primaire et secondaire, ont basculé évidemment vers le téléenseignement, vers aussi, il y a beaucoup d'applications qui sont utilisées dans l'agriculture. Vous savez que l'eau, évidemment, c'est une source rare. Il est très important d'utiliser toutes les technologies qui sont disponibles pour développer des cas d'usage dans le domaine de l'agriculture. De la mobilité, c'est aussi dans le transport, dans le tourisme. Donc, ce que je voulais vous dire à travers ce slide, c'est que non seulement on va utiliser des technologies à titre individuel, mais on va utiliser des combinaisons, un cluster finalement de technologies pour des applications, pour des cas d'usage dans ces domaines de la santé et l'éducation, l'agriculture évidemment, qui sont des secteurs extrêmement importants dans nos sociétés. Alors, pour une entreprise, pour mener sa transformation digitale, il faut toujours des ambitions. C'est très important, ça commence d'ailleurs toujours par ça. Il faut que le management de l'entreprise au plus haut niveau ait une ambition, évidemment, pour transformer son organisation. Alors, essentiellement, il y a 4 ambitions, en fait. Remettre le client au cœur, je pense que j'en ai parlé, c'est vraiment l'expérience client et transformer vraiment le client en ressources actives. Aussi, la transformation digitale, ça a un impact sur l'organisation parce qu'on va mener les projets d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus agile et on va mener et pivoter, en fait, adapter finalement sa trajectoire de transformation digitale en fonction, évidemment, des opportunités qui vont se présenter. Aussi, la transformation digitale, et ça, vraiment, c'est un point très important pour moi, c'est non seulement l'entreprise, l'organisation doit mener sa transformation digitale toute seule, mais voir aussi, en fonction de son secteur d'activité, la possibilité de travailler avec d'autres partenaires de l'écosystème pour améliorer l'expérience client, pour proposer de nouveaux produits, de nouveaux services. Je viens de citer un exemple d'entreprise, d'ailleurs, avec le Covid-19, qui faisait juste la distribution de produits en particulier. Ils ont mis en place, évidemment, des partenariats grâce au digital qui permettent que le client fasse sa commande et qu'il fasse se livrer par une autre société, un partenaire de la société. Donc aussi, passer du produit à l'usage et à la performance, en fait, de plus en plus aujourd'hui avec le digital, on le voit avec les plateformes comme BlaBlaCar et toutes les plateformes de collaboration, d'économie de partage, qu'aujourd'hui, les clients ne cherchent pas nécessairement la possession des produits et des services, ils cherchent plutôt à utiliser et puis surtout payer en fonction de l'usage. On le voit aujourd'hui dans certaines compagnies d'assurance où vous ne payez pas une assurance annuellement, mais vous payez finalement une assurance en fonction, en tenant compte évidemment de l'usage réel et parfois en exploitant même les données, j'en ai parlé, en exploitant même les données, vous pouvez aussi payer la prime en fonction de comment vous conduisez. Voilà, donc la technologie, comme j'ai dit, c'est un moyen, reste en soutien évidemment pour l'ensemble de ces chantiers. Alors la RH, elle est vraiment au corps de ces mutations technologiques. Pour moi, elle est au corps de la transformation des organisations. Il a un rôle important à jouer parce que la transformation, ça a un impact évidemment sur les ressources humaines. Donc, il faut démarrer un programme de change management, donc gestion de changement en termes de formation. Aussi accompagner les collaborateurs pour s'adapter aux nouveaux processus et aux nouveaux modes de travail qui est plus agile, plus collaboratif, et on va le voir tout à l'heure, en fait, quand je vais parler de télétravail, les entreprises qui ont réussi le télétravail, ce sont les entreprises qui étaient plus agiles, qui étaient plus collaboratives, qui ont développé l'esprit d'autonomie chez les collaborateurs.
Donc voilà, ça c'est vraiment des projets qui relèvent de la DRH pour accompagner la transformation digitale. Aussi, développer la culture de l'innovation pour accompagner ce changement et anticiper le développement de nouvelles compétences et du changement de la culture managériale en général. La transformation digitale, ça ne touche pas uniquement les collaborateurs, ça touche également le management qui doit être plus agile, plus réceptif, et en particulier le mode de conduite de projet. On va mener des projets avec test and learn, aussi learning by doing, etc. Donc, c'est une nouvelle façon, évidemment, de travailler, de collaborer, et le management est impliqué dans ce travail-là. Alors, on va le voir tout de suite après. J'ai un slide qui va parler de maturité digitale, parce que c'est vrai que évaluer la maturité digitale de l'entreprise aujourd'hui et aussi planifier son programme de transformation digitale. Il y a un certain nombre d'axes, évidemment, sur lesquels qu'on va utiliser pour évaluer la maturité digitale de l'entreprise. Il y a des axes qui concernent la technologie, comme on l'a vu, l'innovation, l'expérience client. Et il y a un axe vraiment très important, c'est l'axe de capital humain. Alors, quels sont j'ai mis ici quelques indicateurs pour évaluer la maturité digitale. Donc, partage du savoir pour assurer la continuité de service avec le digital. Quel est le niveau finalement de maturité de l'organisation par rapport à ce critère-là? Et généralement, on va mettre une cotation, si vous voulez, une notation de 1 à 5. Donc, ça dépend de la maturité digitale. Concernant ce critère de partage, est-ce qu'il y a un catalogue de formation digitale dans l'organisation? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des formations e-learning, des MOOC, etc.? Est-ce qu'on a développé des formations d'intelligence collective, comme je viens de le dire, intelligence collaborative des collaborateurs, partage sur les projets? Est-ce que l'entreprise a ou un projet de mettre en place un réseau social d'entreprise? Est-ce que aussi l'entreprise a mis en place un plan pour attirer les talents et les fidéliser qui travaillent dans le digital? La qualité de vie aussi au travail avec le digital. Voilà, j'ai indiqué ici quelques indicateurs qui permettent d'évaluer la maturité digitale sur l'axe capital humain. Évidemment, il y a d'autres axes comme je viens de le citer. Donc finalement, la direction des ressources humaines, il a un double défi. Le premier, d'abord, elle-même, en fait, tout à l'heure, je parlais des processus internes de l'entreprise, il doit aussi digitaliser les processus RH, donc dématérialiser, automatiser tout le rapport qu'il a avec ses collaborateurs internes. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'expérience client, mais en fait aussi, on peut parler de l'expérience collaborateur. C'est comment répondre à ses besoins et à ses attentes, comment dématérialiser, automatiser toutes les opérations qu'on fait avec les collaborateurs en tant que direction de ressources humaines. Et aussi accompagner l'entreprise dans sa transformation, notamment les collaborateurs et les managements dans les changements culturels, organisationnels et managériaux. Voilà, donc maintenant, je vais passer à notre chapitre qui concerne l'expérience client, qui est un pilier évidemment de la transformation digitale. C'est aussi maîtriser l'expérience client, c'est comprendre que vivent les clients, vraiment tenir compte de leurs besoins, tenir compte de leurs attentes. Et vraiment, il y a toute une démarche pour identifier finalement quels sont les cas d'usage, quelles sont les initiatives digitales à mener pour améliorer l'expérience client. Alors, il y a des cabinets en fait de consulting qui parlent en fait, c'est vrai, qu'ils mettent côte à côte expérience client, expérience collaborateur, ce qu'on appelle en fait, ils disent que c'est quand on améliore l'expérience collaborateur, ça a un impact sur l'expérience client. Et l'inverse aussi, quand on améliore l'expérience client, ça a un impact sur l'expérience collaborateur. On appelle ça la symétrie des intentions. Okay. Et l'expérience data-driven, donc les données sont vraiment très importantes, aussi bien pour mener son marketing en général, mais aussi pour améliorer l'expérience client, pour développer le business de l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à quelque chose. C'est vrai qu'on parle de digital, mais il ne faut pas oublier que le parcours du client, il peut être full digital, 100% digital, comme il peut être mixte. Il peut y avoir une partie online et une partie
offline. Et dans tous les cas, quand on parle de l'expérience client, il faut l'améliorer, comme je viens de le dire, quelle que soit l'étape dans le parcours d'achat, mais que ce soit online ou offline. Donc, c'est une notion évidemment assez vaste, hein, l'expérience client. Le tout, c'est d'avoir une stratégie évidemment de l'expérience client à travers les usages digitaux, mais aussi avoir aussi des instances de gouvernance de l'expérience client, aussi de la possibilité évidemment d'évaluer l'expérience client et de définir des objectifs faisables et smart en fait, qui sont faisables en définissant les objectifs clairement. Donc l'expérience client est un pilier de la transformation digitale, il faut tenir compte des attentes, des besoins, ça peut améliorer l'expérience de CX, donc Customer Experience et satisfaction des clients, mais ce n'est pas quelque chose qui relève uniquement d'une direction chargée de support, chargée de la relation client, ou marketing, ou helpdesk, des choses comme ça. Quand on parle de l'expérience client, toutes les entités de l'entreprise doivent vraiment être orientées expérience client, que ce soit IT, l'informatique, le commercial, le marketing, comptabilité, la logistique, etc. Toutes les entités d'entreprise devront être vraiment sensibilisées à l'importance de l'expérience client. Donc, 3 défis majeurs, en fait, pour améliorer l'expérience client. Un, il faut vraiment recenser les besoins et les attentes. Il y a des techniques, évidemment, avec la notion de persona. Étudier aussi le parcours actuel, qu'il soit offline ou online, et voir quels sont les points qu'on peut améliorer, les points irritants. Et il ne faut pas hésiter, évidemment, à innover, à revoir le processus, le processus globalement en vue de l'améliorer. Donc, proposer des produits et des services innovants qui vont au-delà de la promesse de dématérialisation. Alors, il y a quelque chose de très important. Je dis tout à l'heure que la transformation digitale, ce n'est pas la technologie. La technologie, ce n'est pas que la technologie. Disons, la technologie, c'est un indicateur, c'est un catalyseur. La même chose aussi, la transformation digitale, ce n'est pas seulement optimiser, améliorer les process internes de l'entreprise et aussi améliorer un petit peu l'expérience du client. La Digital Business Transformation, en fait, c'est quelque chose où il faut s'appuyer sur le digital pour élaborer de nouveaux modèles opérationnels et élaborer de nouveaux modèles, business models, nouveaux modèles d'affaires. Voilà, en fait, c'est vraiment très important qu'il faut aller au-delà, en fait, d'améliorer, d'optimiser les processus internes, au-delà d'améliorer l'expérience client, c'est aussi de définir de nouveaux modèles opérationnels et d'élaborer de nouveaux business models. Et le digital, aujourd'hui, il permet de faire ça. Je vous ai donné ici, dans ce slide, un exemple. Par exemple, Daimler, donc, vous savez, c'est un constructeur automobile. Donc, il s'est appuyé sur le digital pour créer une filiale. En fait, après, ça dépend des sociétés. Soit ils créent ça en interne, soit ils créent une filiale en général qui propose un service de partage, parce que j'ai dit tout à l'heure, l'économie de partage s'est développée beaucoup ces dernières années. Donc, au lieu d'acheter une voiture, on va partager la voiture et on va payer évidemment en fonction, comme je viens de dire, en fonction de l'usage. On n'a pas de donc effectuer des réservations. En fait, il faut développer une application avec smartphone, par exemple, qui permet non seulement de réserver, mais aussi d'ouvrir la voiture, de déclarer, de rester en interaction avec l'entreprise. Voilà, donc j'ai donné d'autres exemples comme de ce qui s'est passé évidemment avec Airbnb, Blablacar, etc. Alors, la transformation digitale, ce qu'il faut voir, c'est que ça a un impact sur les différents composants de l'entreprise. Je viens de parler de RH, évidemment, c'est très important, mais ça a aussi un impact sur la stratégie de l'entreprise. Vous voyez bien que c'est quelque chose vraiment de stratégique qui nécessite un budget relativement important. Ça a un impact sur le commercial, le marketing. D'ailleurs, ces entités étaient les premières concernées par la transformation digitale, par le digital, parce qu'en réalité, c'est eux qui étaient impactés par le changement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interaction avec les clients. Ça a un impact aussi sur le management, sur l'organisation de l'entreprise. Il faut aussi maîtriser la technologie. Je pense que ça reste très important de maîtriser la technologie, avoir un programme aussi d'innovation en termes de produits et en termes de services. Alors, la transformation digitale, c'est un processus continu, comme je l'ai expliqué. C'est un long parcours, évidemment, avec ce qui s'est passé avec la COVID. Ça a accéléré les choses. Donc,
qui existaient avant, maintenant, ils ont été adressés. Donc, les entreprises, aujourd'hui, ils peuvent aller vraiment dans l'actuel, en fait, a permis finalement aux entreprises d'identifier les chantiers à accélérer sur le digital, parce que les entreprises, ils ont accéléré sur le digital, aussi bien les entreprises que les administrations publiques. Ils ont identifié, un certain nombre d'entre elles, quels sont les services qu'ils peuvent améliorer et développer surtout ce qu'on appelle le self-care. C'est-à-dire, de plus en plus, les clients, ils veulent se servir eux-mêmes, ils veulent être en autonomie totale pour accéder aux produits et aux services. Voilà, donc ici, je vais passer à un autre chapitre qui concerne un framework de transformation digitale, framework en fait qui permet non seulement d'évaluer la maturité digitale de l'entreprise, mais aussi de planifier son programme de transformation digitale. Donc, ça commence toujours par évaluer la maturité, en fait, voir quel est l'existant en termes d'initiatives digitales prises, en termes de projets digitaux qui sont menés par l'entreprise, identifier évidemment les orientations stratégiques et la cartographie des use cases, en fait, et analyser les bénéfices et puis planifier, exécuter la roadmap. Donc, élaborer évidemment une feuille de route sur trois ans maintenant, parce que ça va très vite, évidemment, qu'il faudrait revoir tous les 6 mois, tous les ans, pratiquement. Donc, le framework dont je parlais tout à l'heure, c'est celui-là, en fait. Donc, voilà, donc il y a un certain nombre de piliers. Donc, on voit qu'il y a vraiment stratégie digitale, le modèle organisationnel, opérationnel, l'expérience client, j'en ai parlé. Et puis, il y a des catalyseurs, en fait, qui sont vraiment importants. La technologie, j'en ai parlé, l'innovation et les données qui sont vraiment très, très importantes pour améliorer l'expérience client, pour développer de nouveaux business models. Et il faut évidemment une structure, une instance qui permet de manager et de gérer la transformation digitale de l'entreprise pour assurer sa réussite. Donc, la démarche, en fait, il permet d'identifier la maturité digitale aujourd'hui, actuelle de l'entreprise, mais aussi de planifier, comme je viens de le dire, son programme de transformation digitale et finalement évaluer le gap, la différence entre la cible et la situation actuelle. Alors, j'arrive un petit peu maintenant au Covid-19. Donc, pré-Covid-19, hein, si vous voulez, la transformation digitale, il y a bien, en fait, je marque en général, c'est une histoire d'incompréhension. En fait, il faut distinguer 2 cas. Hein. Il y a le cas des grandes entreprises structurées qui ont vu, qui peuvent faire appel à des consultants, qui ont vu l'opportunité et l'intérêt de développer et de lancer leur transformation digitale. Il reste le cas, évidemment, des petites et moyennes entreprises. Donc, il y avait une faible prise de conscience des enjeux de la transformation digitale. Et il y avait des freins parfois. C'est vrai que c'est un sujet qui pourrait être assez complexe parce qu'en réalité, j'ai dit tout à l'heure, c'est un process continu, mais c'est vrai, on ne sait pas quand il se commence, quand est-ce qu'il va finir. Donc, du coup, les entreprises considèrent ça comme une difficulté potentielle. Donc, quelle est la trajectoire à suivre? Comment l'ajuster? Est-ce que c'est seulement limité aux technologies, à la digitalisation de process? Donc, voilà, il y a une histoire d'incompréhension. Avec le Covid-19, comme j'ai dit, vraiment, il y a une prise de conscience partout, aussi bien par les entreprises privées que les administrations publiques, pour aller vers la transformation digitale, donc pour vraiment renforcer les dispositifs pour accélérer les usages digitaux en général et voir comment améliorer l'expérience du client, améliorer l'expérience du citoyen, améliorer l'expérience du patient, améliorer l'expérience de l'apprenant. Évidemment, ça va dépendre de chaque domaine de l'activité. Et accompagner le collaborateur pour répondre dans l'urgence de leurs attentes et à leurs besoins via des services digitaux. Parce qu'avec Covid-19, avec les contraintes que vous connaissez évidemment, toutes les entreprises ont mis en place des services digitaux qui permettent d'éviter le contact. Voilà. Et puis les entreprises, ils ont développé dans l'urgence, hein, évidemment, des quick wins, en fait, avec le télétravail, avec du
outils collaborateurs. Ils ont mis en place assez rapidement l'infrastructure télécom, l'infrastructure technique qui permet de déployer, le télétravail. Maintenant, après, post-Covid-19, c'est vrai que les entreprises, comme je viens de le dire, ils vont accélérer évidemment le digital. On entend de plus en plus parler. Ils vont consacrer les budgets qu'il faut. Ils vont adresser les différents axes dont j'ai parlé tout de suite, c'est-à-dire l'innovation, l'expérience client, optimiser les processus internes, revoir s'ils ont une feuille de route, la revoir, prioriser certaines actions et voir comment ils peuvent développer de nouveaux business models qui tiennent compte évidemment des risques aujourd'hui sanitaires et de l'application des gestes barrières. Alors, ce qu'on a constaté avec Covid-19, c'est que les entreprises, dans l'urgence, ont mis en place le télétravail. Donc, rapidement, en fait, les entreprises se sont adaptées pour mettre en place le télétravail. Donc, mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que le télétravail, ce n'est pas seulement connecter à distance les collaborateurs. C'est bien parce que les entreprises, ils étaient dans l'urgence, ils ont déployé le télétravail pour qu'ils puissent continuer leur activité, pour que les collaborateurs continuent à travailler à distance. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà, vraiment améliorer l'expérience du collaborateur, dématérialiser, automatiser les process, assurer la disponibilité de données pour assurer vraiment la gestion et le pilotage des opérations. Donc, c'est vraiment le télétravail, est-ce qu'il va être généralisé ou pas? Enfin, moi, j'ai marqué télétravail par défaut quand l'activité s'y prête, mais aujourd'hui, la tendance est plutôt de s'orienter vers une formule hybride, en fait, au travail donc en présentiel et du télétravail. Alors, pour mettre en place, évidemment, le télétravail pour l'entreprise. Donc, j'ai défini une pyramide, une sorte de pyramide de Maslow de télétravail. En bas, évidemment, on voit la connectivité. Les entreprises, ils ont déployé dans l'urgence VPN, de la technologie pour que leurs collaborateurs continuent à travailler à distance et surtout continuer les services aux clients. Deuxième niveau, c'est accès au système d'information actuel, évidemment, de l'entreprise. Mais je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, ils vont aller plus dématérialiser, automatiser en utilisant les données, vraiment pour ne plus utiliser finalement le papier et aller au-delà. Et vraiment, dans le dernier niveau, c'est vraiment outil collaboratif avec les entreprises. Alors, ce qu'il faut voir dans le télétravail en général, c'est que vous savez qu'il s'appuie essentiellement sur 5 principes clés. Donc, le principe de continuité de l'activité de l'entreprise, je viens de le dire. Un principe de diligence, parce qu'il faudrait que les collaborateurs continuent à faire leur travail normalement, je dirais. La productivité aussi, c'est important, s'assurer de la productivité. Il s'appuie aussi sur la confiance. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, évidemment. C'est quelque chose qui est indispensable pour déployer le télétravail dans de bonnes conditions. Aussi, la disponibilité de ressources pour effectuer ce travail. Il faut rester évidemment dans la période de télétravail. Il faudra mener évidemment un chantier qui concerne la communication en général et il faut rester humble et agile et identifier des référents pour faciliter le travail avec les entreprises. Mais en réalité, comme vous le voyez, le télétravail constitue vraiment un changement de paradigme parce que d'ailleurs, il y a des aspects qui touchent les ressources humaines. C'est que vraiment changement de paradigme. On va plus élaborer, on va plus, en fait, on va arrêter les performances au travail en nombre d'heures passées au travail, faire le pointage, les erreurs bien définies, etc. On va aller vers un système, donc on va apprendre à construire une nouvelle façon de travailler et qui doit s'appuyer, entre autres, évidemment, sur la confiance et qui nécessite l'autonomie des collaborateurs, qui nécessite aussi un changement côté management. Donc, le télétravail nécessite de structurer et transformer l'organisation pour la rendre plus collaborative,
plus agile, pardon, il y a une erreur ici. Donc, nécessité de faire confiance aux collaborateurs, développer leur autonomie. Évidemment, ça dépend du contexte de chaque entreprise, de chaque État. Parfois, dans l'urgence, les entreprises ont déployé le télétravail, mais il faut voir tous les aspects, évidemment, d'ordre juridique et réglementaire, etc. Est-ce qu'on peut déployer le télétravail à grande échelle de cette façon-là? Il faudra mettre évidemment une charte de télétravail qui définit les rôles et les responsabilités. Donc, le télétravail en soi n'est pas vraiment une révolution technologique parce que ça existait, hein, mais c'était réservé à certains collaborateurs ou certaines activités. Mais ça crée évidemment de nouvelles habitudes de travail, une nouvelle habitude évidemment pour sa généralisation. Tout à l'heure, je parlais évidemment de business model. Donc, pour la transformation digitale et avec Covid-19, réfléchir à développer de nouveaux canaux en fait, de distribution ou travailler avec des acteurs de l'écosystème pour faire ça. Donc, on a vu évidemment avec Covid-19 le développement de le travail, comme je viens de l'expliquer, le commerce électronique et les services digitaux prennent de plus en plus le relais, modèle conventionnel pour toutes les organisations, en particulier dans le domaine de e-gov, c'est-à-dire la partie administration, la partie téléenseignement, la partie télémédecine. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que, comme je viens de l'expliquer, les entreprises, les organisations dans l'urgence ont développé le télétravail, ont mis en place les infrastructures qu'il faut, les process élémentaires qu'il faut pour déployer le travail. Mais aujourd'hui, il est devenu une erreur en fait, de considérer que le travail va de soi. En fait, le télétravail, ça a un impact, comme je l'ai expliqué, sur le management. Donc, le management, il doit évaluer ses collaborateurs, non pas sur la présence, etc., mais fixer clairement, évidemment, des règles de fonctionnement, organiser le travail, animer l'équipe, mettre en place des rituels, en fait, de suivi, adopter des pratiques managériales, en fait, adaptées, adopter une posture plus compréhensible et installer avec le collaborateur un climat convivial, un climat de confiance, un climat qui permet d'assurer la communication et de rassurer les collaborateurs. Ça a un impact aussi sur le collaborateur parce que ça crée des peurs, des inquiétudes, comment ils vont gérer leurs priorités, l'impact évidemment sur le changement, en plus l'impact sur comment séparer la vie privée, la vie professionnelle, la taille de l'appartement, les enfants, etc. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de contraintes qu'il faudra adresser pour le télétravail. Donc, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est vraiment faire évoluer les pratiques managériales, ça très important, donner du sens et motiver les collaborateurs et fixer les objectifs clairs et adopter de nouveaux modèles de travail plus agiles qui s'appuient sur l'agilité et la collaboration. Alors, au début de ma présentation, je parlais qu'il fallait shifter en fait tous les points de contact avec les clients. Aujourd'hui, la tendance lourde qui se dégage, la première, c'est vraiment shifter, basculer tous les points de contact avec les clients avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat, et aussi vraiment digitaliser toutes les forces de vente, toutes les forces de vente, y compris parfois la signature de contrat où il faut mettre en place un système de signature électronique pour que les personnes puissent signer leur contrat, même à distance. J'ai parlé des impacts, évidemment, de Covid-19 sur le RH, sur la transformation digitale, RH aussi, mais aussi il y a eu des impacts sur la direction de système d'information où la direction de système d'information a été amenée à identifier les leviers d'optimisation du coût et puis sans nécessairement baisser le budget global, aussi ajuster la trajectoire digitale pour tenir compte de l'évolution de l'écosystème, donc développer plus le self-care, améliorer les processus, tout en tenant compte évidemment de la réglementation qui existe, parce qu'en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, voir l'aspect télétravail, l'aspect signature électronique, il faudrait évidemment il y a aujourd'hui certains services qu'on peut dématérialiser, mais il y a d'autres
qui dépendent de la réglementation. J'ai un exemple en tête comme ça, je vous le dis, pour la partie dans le domaine bancaire. Vous savez, pour ouvrir un compte, parfois on peut faire toute la démarche avant l'ouverture, on peut la digitaliser, mais à un moment, il faut que le client se déplace à l'agence pour signer, hein, en fait, pour qu'on puisse identifier le client exactement. Donc, si on veut digitaliser cette partie-là, il faudra revoir et faire évoluer la réglementation. Les entreprises aussi, pour la transformation, cherchent évidemment à faire du business, à augmenter leurs revenus, puis certains autres secteurs ont été touchés plus que d'autres. Donc, certaines expériences exercées pendant cette période en télétravail, recours aux outils collaborateurs peuvent se révéler pertinents à conserver, certainement à renforcer par la suite. Donc, pour moi, en fait, c'est vrai que Covid-19 a permis d'accélérer la transformation digitale. En tout cas, pour moi, ce qui est important aussi, c'est que la Covid-19 a levé certains freins à la transformation digitale, tout ce qui concerne la résistance au changement, des choses comme ça. Et on n'évaluait pas nécessairement l'impact finalement de la transformation digitale sur les ressources humaines internes ou sur les clients, et aussi à disrupter finalement les approches traditionnelles du travail, du management, et d'autre part maintenir et développer l'innovation, qui est vraiment un axe majeur de la transformation digitale des entreprises. Donc, compte tenu des incertitudes aujourd'hui qui existent évidemment concernant le Covid-19, les entreprises, pour le court terme, en tout cas, on va distinguer le court terme et le moyen long terme. Court terme, certainement, ils vont continuer à développer de nouvelles approches plus humaines, empathie vis-à-vis des collaborateurs, pour développer des quick wins, en fait, avec des rentabilités assez rapides, et en même temps réfléchir à long terme pour développer et surtout pour élaborer des feuilles de route qui permettent de leur transformation. Voilà, donc ce qu'il faut voir en fait, c'est que toutes les organisations aujourd'hui ont pris conscience en fait qu'il y a une incertitude, que les services assurés par les entreprises et les administrations devraient évidemment basculer vers le digital, et qu'aujourd'hui, la COVID-19 a permis d'enlever un certain nombre de freins, a permis de surmonter un certain nombre de difficultés et blocages qui existaient parfois dans les entreprises, je l'ai dit, en fait, gérer toute la partie résistance au changement et adapter éventuellement la réglementation, comme la signature électronique, reconnaissance faciale, qui permettent en fait de digitaliser un certain nombre de services. Voilà. En fait, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vous passe la parole, M. Mamadou Gueye. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord. Merci, docteur, pour cette brillante présentation. Chapeau. Merci. Je vais encore une fois dire merci à l'ensemble des participants. Nous sommes très ravis de vous accueillir à ce webinaire dédié à la transformation digitale à l'ère de la COVID-19. Je suis Mamadou Gueye, directeur associé du cabinet ITT Consulting. Je rappelle juste que le cabinet ITT Consulting, c'est un cabinet de formation qui organise des team building, qui a un autre département qui s'appelle intérim et recrutement, et un quatrième domaine d'activité qui est le trading, les moyens généraux. Et on accompagne l'ensemble des acteurs du développement économique et social, de la stratégie à l'organisation. Voilà, je vais vous faire un petit résumé de la présentation de Dr Ambry. Alors, ce qu'il faut retenir, ce que j'ai pu retenir dans sa présentation, c'est que se transformer au niveau digital signifie se transformer au niveau structurel et organisationnel. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, dans les entreprises, nous remarquons que les départements sont cloisonnés, alors que quand on parle de la transformation digitale, il s'agit d'une transformation de données et une parfaite circulation de l'information entre les différents départements. La transformation digitale doit permettre une bonne circulation de l'information
et pour innover. Elle permet la pluridisciplinarité, elle permet aussi la transversalité. Et vous savez tous que les entreprises innovantes seront les entreprises de demain. Alors, le top management doit comprendre que se transformer au niveau digital, il faut nécessairement maîtriser le niveau organisationnel, mais également le niveau structurel. Donc, il faut prendre en compte la transversalité, il faut prendre en compte la pluridisciplinarité des équipes et le décloisonnement. Il a également mis l'emphase, l'accent sur la nécessité de former la totalité des salariés du sol au plafond. Il s'agit aussi d'implémenter des outils, mais pas seulement des outils, il va falloir intégrer un nouveau type de collaborateurs. Vous aurez des développeurs web, des designers, etc., etc. Il a parlé également de l'expérience client, qui est un pilier fondamental de la transformation digitale. Il faut bien connaître, selon Dr Amri, pour le paraphraser, connaître le parcours client. Il faut connaître le parcours client, et quand on parle du parcours client, ça part du prospect client jusqu'à la fidélisation. Cela veut dire quoi? Il faut comprendre les besoins et les attentes des consommateurs. Il faut prendre en compte les besoins des prospects, leur proposer des produits qui répondent parfaitement à leurs besoins, alors transformer ces prospects en clients, mais également mettre en place un processus de fidélisation, c'est-à-dire comment créer aujourd'hui une relation durable avec le client et une relation mutuellement profitable. Alors, il a parlé également de la maturité digitale de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire, oui, c'est à la mode, la digitalisation, alors nous allons nous lancer dans la digitalisation. Il faut évaluer la maturité digitale de l'entreprise. Et pour cela, il a parlé d'une roadmap ou une feuille de route qu'il faudra élaborer. Et pour cela, il a parlé de 3 catalyseurs indispensables, les data, c'est-à-dire les données, la technologie et l'innovation. Donc, côté ressources humaines, côté RH, parce que c'est d'abord stratégique avant d'être opérationnel, il faut prendre conscience que c'est d'abord une transformation organisationnelle. C'est d'abord une transformation structurelle et qui demande beaucoup de courage et qui doit être accompagnée par les top managers. Il faut former tout le monde et intégrer de nouveaux types de salariés. Il faut avoir conscience que transformer au niveau digital, se transformer au niveau digital, c'est repenser également, pour paraphraser aussi Dr Amri, c'est repenser son business model ou son modèle économique. Et le plus difficile dans cette transformation digitale sera quoi? Sera la gouvernance. C'est quoi? C'est de mettre en place une gouvernance et choisir la bonne personne pour piloter toute la transformation digitale. Et pour réussir ce pilotage de la transformation digitale, l'expérience a montré qu'il faut faire intervenir une personne extérieure à l'entreprise, mais qui connaît bien les systèmes d'information et qui connaît le cœur de métier de l'entreprise. Cette personne doit travailler en parfaite collaboration avec le directeur des systèmes d'information, qui est le garant de la sécurité des données, mais également qui va travailler directement avec le responsable de la transformation digitale. Il a aussi parlé du télétravail, c'est-à-dire de la connexion du collaborateur à distance. Le télétravail, avec la COVID-19, est devenu indispensable. Parce que, vous voyez, avec la COVID-19, avec tout son impact sur l'économie, sur les entreprises, le télétravail nécessite de structurer et de transformer l'organisation pour la rendre plus agile. Et pour plus d'agilité, il faut maîtriser tout ce qui est process, la technologie et le personnel, ce qu'on appelle process, technology and people. Et pour cela, il faut une nécessité de faire confiance aux collaborateurs et de développer leur autonomie. Alors, pour finir, il nous dit que la COVID a levé certains freins ou certaines barrières à la transformation digitale et comment le digital aujourd'hui peut aider les clients à mieux être satisfaits
comment le digital peut aider à mieux fidéliser les clients, parce que le client, ce qu'il cherche, c'est être plus satisfait dans la qualité, dans les facilités. Donc, pour me résumer encore une fois, je pense que sous forme de condensé sélectif, c'est ce que Dr Ambry a voulu partager avec vous. Et encore une fois, toutes mes félicitations, docteur, et je vais vous transmettre les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et évidemment, comme c'est intéressant, ça nécessite souvent beaucoup de questions. J'ai une première question ici, venant de M. Diakité, qui pose la question suivante. Docteur, vous prenez note, quels sont les éléments à l'origine d'une expérience client mémorable dans le cadre de la transformation digitale? Alors, il dit aussi, est-ce que l'expérience positive est toujours garant de la fidélité du client? Donc, expérience digitale et expérience positive et fidélité. Est-ce qu'il y a un rapport entre expérience positive et fidélité du client, docteur? En fait, je l'ai expliqué, en fait, l'amélioration de l'expérience client est un pilier, vous l'avez rappelé, de la transformation digitale. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une démarche pour améliorer l'expérience client. Et l'expérience client aussi peut être offline, online, donc digital ou offline. Le tout, c'est étudié en fait par rapport à la notion de persona, parce qu'en réalité, il faut cibler donc avec la notion de persona et étudier le parcours actuel tel qu'il se passe aujourd'hui et par la suite étudier le parcours cible. Et dans l'étude de le parcours actuel, il y a deux démarches par les entreprises. Moi, je le vois bien dans le conseil. Soit on le fait avec la participation de clients, donc on le fait en une seule phase, en fait one shot, soit on le fait en deux phases, c'est-à-dire première phase avec les collaborateurs internes et la deuxième phase avec la participation des clients. L'objectif de cette étude, c'est d'identifier les points où le client n'est pas content, en fait, par rapport donc à un parcours, n'est pas content, les points où le client est amené à faire beaucoup d'efforts, parce que ce n'est pas bon non plus, les points où le client risque en fait, d'abandonner le parcours et d'abandonner évidemment l'achat du produit ou du service. Donc l'objectif, c'est construire, en fait, co-construire un nouveau parcours qui répond aux besoins, aux attentes du client. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour élaborer l'expérience client. À partir de là, évidemment, on va identifier des initiatives digitales ou pas, d'ailleurs, à prendre pour répondre aux besoins, aux attentes et pour améliorer l'expérience du client. Il faudra évidemment avoir des instances de gouvernance, etc., mais c'est surtout se donner des moyens pour mesurer l'évolution, de l'amélioration de l'expérience client. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui existent qui permettent d'améliorer et qui permettent surtout d'évaluer le niveau d'amélioration, de satisfaction du client. Maintenant, je pense que je l'ai expliqué au début, avec le digital, avec l'impact finalement des réseaux sociaux, de la mobilité, des moteurs de recherche, un client, non seulement il va rester fidèle évidemment à la société, en plus, quand il vit une expérience mémorable, il risque d'en parler dans les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche, dans les plateformes de recommandations, etc. Ça nous arrive tous qu'avant de réserver dans un hôtel, par exemple, d'aller voir dans certaines plateformes que vous connaissez, Booking, etc., au TripAdvisor, d'aller voir quelles sont les recommandations données par des clients qui ont déjà séjourné. Et ça, ce n'est pas seulement à titre d'information, mais c'est aussi quelque chose qui permet finalement d'influencer le parcours de la personne qui va réserver dans un hôtel. J'ai donné ça à titre d'exemple, mais vous pouvez généraliser ça à tous les autres secteurs d'activité, l'assurance, la banque, les administrations, etc. Voilà. Très bien. Donc, vous pensez, docteur, si l'expérience client elle est positive, ça peut être source de fidélité pour le client? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'un client satisfait, c'est un client en fait qui va rester fidèle à la société. C'est un client aussi qui va en parler d'une manière positive
comme je l'ai expliqué dans les réseaux sociaux. Mais en tout cas, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous améliorez l'expérience client, vous obtenez un engagement beaucoup plus important de ce client vis-à-vis des produits et des services qui sont offerts par l'entreprise. Très bien, docteur. Donc, j'ai reçu également une question concernant la transformation digitale et le processus de recrutement. Alors, il voudrait savoir, est-ce que le processus de recrutement peut être 100% digital? Est-ce que le processus de recrutement peut être 100% digital? Merci. Oui, c'est une question intéressante. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé d'expérience client, l'expérience de l'apprenant, l'expérience du patient, etc., du citoyen. La même chose, l'expérience du collaborateur, ça commence avant le recrutement, pendant qu'il est dans l'entreprise et après. Il y a aujourd'hui un certain nombre, avec le Covid-19, il y a beaucoup déjà avant le Covid-19, il y avait beaucoup de cabinets de recrutement qui faisaient totalement ou partiellement le processus de recrutement via le digital. Mais avec le Covid-19, il y a beaucoup de cabinets qui ont accéléré ce processus de réaliser beaucoup de choses en digital, y compris même certains sont même allés jusqu'à même la signature du contrat d'embauche. Pour vous dire que non seulement ils font les entretiens et les évaluations à distance, donc via le digital, même la signature du contrat peut se faire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec la signature électronique pour donner donc un contrat d'embauche, évidemment, si le candidat a été retenu. Oui, je pense que ce qu'il faut voir aujourd'hui avec cette expérience en fait digitale et avec l'expérience de la crise sanitaire aujourd'hui, de plus en plus d'activités en fait ils vont shifter, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont basculer vers le digital. Très bien. Il y a un autre intervenant qui parle de la confusion qui existe parce qu'il dit dans son intervention, dans notre entreprise, je cite, nous avons un département transformation numérique et un département IT. Et souvent, les activités se ressemblent et difficiles d'identifier suivant les outils qu'ils implémentent. Il veut dire quoi par là? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui confondent département transformation numérique, transformation digitale et le département IT. Oui, bon, c'est une question intéressante aussi et va dépendre un petit peu de la maturité digitale. En fait, c'est vrai que les aspects d'organisation, j'en ai pas parlé beaucoup, les aspects d'organisation de la transformation digitale de l'entreprise, il y a différents cas en fait qu'on peut trouver, je peux les citer globalement. Vous avez des entreprises où c'est IT, l'informatique, qui s'occupe évidemment de l'informatisation, qui s'occupe aussi de la digitalisation, qui prend en charge cette partie de transformation digitale. Ça, c'est le premier cas de figure qu'on trouve en général. Le deuxième cas de figure aussi, c'est que vous avez IT, comme c'est votre cas, et nous avons aussi une entité transformation digitale dans le travail, en fait, essentiellement, parfois certains l'appellent d'ailleurs Digital Factory, hein, donc c'est vraiment une entité dédiée à ça. Son objectif, de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans l'identification du parcours client, dans l'amélioration du parcours client, l'amélioration de l'expérience du collaborateur, identifier en fait tous les cas d'usage qu'on peut mener pour développer le business d'entreprise, comment exploiter les données en fait de l'entreprise. On va les retrouver dans sa Digital Factory, dans une entité à part, où nous avons en fait différents… aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, avec le digital, on ne peut plus travailler comme avant en silo, en fait. Il faut travailler d'une manière agile, collaborative et transversale. Et parfois, dans cette Digital Factory, vous allez trouver des personnes expérimentées dans le domaine de l'expérience client, des personnes de marketing digital, du marketing, des personnes qui peuvent identifier des data scientists, en fait, qui vont s'occuper d'identifier
les cas d'usage data pour améliorer l'expérience client, pour développer de nouveaux business models ou pour automatiser et développer finalement les revenus de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est le deuxième type de configuration. Il y a troisième type de configuration, ça dépend de la maturité, ou parfois on va créer une seule entité qui va piloter IT et piloter la transformation digitale. Donc il y a une seule tête si vous voulez. Donc ça dépend un peu de maturité digitale. Je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure solution en fait parce que ça dépend de chaque entreprise, de sa taille, des ambitions du management. Et puis vous savez, il n'y a rien de définitif. On peut toujours commencer par l'un des scénarios que je viens de citer et évoluer vers un autre. Voilà. D'accord, docteur. Merci. Une très bonne réponse également. Merci. Il y a une autre question qui concerne plus le management parce que dans cette question, il dit quel est le moyen le plus efficace pour impliquer les différents acteurs de l'entreprise au bénéfice du digital? Comment aujourd'hui mobiliser les différents acteurs de l'entreprise au bénéfice du digital? En fait, j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait un slide d'ailleurs qui parlait de la vision commune. Et c'est vraiment très important d'avoir finalement d'avoir en fait une vision commune que ça va dépendre évidemment des ambitions du management de l'entreprise. Voilà, en fait, je cherchais le slide, donc vision commune. Donc, dans cette vision commune, en fait, il faut élaborer une feuille de route de transformation de l'organisation à l'ère du digital. Et cette feuille de route, il faut la partager avec tous les collaborateurs, avec tous les managers et en particulier le management intermédiaire. Parce qu'en réalité, c'est ce management qui est vraiment un relais dans l'entreprise pour relayer le message en fait, du management de l'entreprise auprès des collaborateurs. La participation active de tous les collaborateurs, la participation active de tous les managers et en particulier le management intermédiaire est une clé pour la réussite de la transformation digitale. Comme aussi, j'ai dit que le change management, la gestion de changement, est aussi une clé de la transformation digitale. Un programme de transformation digitale peut avoir des difficultés s'il n'a pas adressé les deux problématiques dont je viens de parler à l'instant. Très bien. À présent, je vais donner la parole à Madame Oumibar. Je pense qu'elle a une question à poser. Vous êtes là? Oui. Vous êtes avec nous, Madame Oumibar? Oui, je passe la parole à Alpha Oumar Diallo, Monsieur Diallo. Bonjour, Monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci au docteur Mohamed pour sa brillante exposé. Je voulais juste savoir comment fidéliser nos abonnés, par exemple, sur le site Twitter. Par exemple, quand on a des gens qui nous suivent, comment faire pour les rendre, pour les fidéliser, quoi. C'est ça ma question. Merci. D'accord, oui. En fait, en général, pour fidéliser donc, les clients, là, vous me parlez évidemment réseaux sociaux, Twitter, en fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est la même démarche. Vous savez, c'est la démarche de quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quelle est votre audience, quel est le persona. Et puis là, Twitter, évidemment, il faut écrire sur des sujets qui intéressent votre audience. Et ça, il y a donc évidemment un travail à faire pour identifier leurs besoins et définir un calendrier éditorial, une charte éditoriale, en particulier le calendrier éditorial qui sur 1 mois, 3 mois, quelles sont les choses sur lesquelles vous allez parler. Évidemment, il y a des choses urgentes dont il faut parler, mais il faut avoir un calendrier éditorial pour écrire un certain nombre pour définir en fait le contenu, ce qu'on appelle d'ailleurs le contenu en général, le contenu aussi bien pour le site web que pour les moteurs de
pour les réseaux sociaux, pardon, qui doit répondre aux besoins, aux attentes, et voilà, et qui répond aux personas, qui répond à vos audiences, en fait, parce que vous ne pouvez pas, d'ailleurs, on dit en général, quand on écrit, on écrit un contenu pour tout le monde, c'est que c'est écrit pour personne. Donc, c'est vraiment, il faut élaborer un contenu qui soit adapté à votre audience et qui répond à ses besoins et à ses attentes, en fait, pour les attirer, les fidéliser, pour que ce soit aussi un réseau social, pour que ce soit aussi un relais pour le transférer peut-être vers votre site web, en tout cas pour le fidéliser et pour avancer dans son parcours d'achat, si l'objectif est commercial. Très bien. Je vais donner la parole à... Merci beaucoup. Merci, avec un grand plaisir. Bon, je vois Abidjan, hein? Abidjan? Allô, vous me recevez? Oui, oui. Bonsoir, déjà, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je suis Yves Noubissi, directeur de programme. Donc, je suis là pour poser une question. J'ai pris le train en marche. Donc, déjà, bravo à tout le panel. J'ai noté rapidement la synthèse que vous avez évoquée. Ma question, c'était de savoir quels sont les principaux chantiers, voilà, pour une entreprise qui se lance nouvellement dans la digitalisation. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a compris effectivement qu'il y a une véritable opportunité à y aller et elle souhaiterait tout de suite se lancer. Voilà. Quels sont les premiers jalons, les principaux chantiers auxquels elle devra faire face? Ça, c'est vraiment intéressant pour ma compréhension globale. Désolé si ma question est redondante. Ça me permettra de resituer un peu le contexte parce que je suis arrivé en retard. Avec votre tolérance, avec votre permission, pardon. Merci beaucoup. En fait, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, donc en fait, je ne sais pas si vous voyez ce slide, c'est ambition stratégique. Donc, c'est vraiment remettre le client au corps de l'entreprise, le transformer vraiment en ressources actives. Alors, c'est vrai que, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, ces 4 ambitions stratégiques, et vraiment, c'est comme c'est une feuille de route, si vous voulez, un framework adapté aux petites et moyennes entreprises. Donc, d'abord, certainement, si vous n'avez pas de site web, il faut être présent sur le site web. Il faut que le contenu, d'ailleurs, ça permet de faire le lien avec la question précédente, le contenu que vous allez définir dans le site web, il doit répondre aux besoins, aux attentes de vos clients, en dehors du contenu qui concerne les produits et les services. C'est aussi les questions qui peuvent se poser un client avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat. Il faut digitaliser les processus internes de l'entreprise parce que c'est là il y a un potentiel important, un gisement important d'amélioration de la productivité et aussi réfléchir à, là si vous démarrez, c'est vraiment démarrer sur un process complètement digitalisé. Enfin, j'ai hésité de dire complètement digitalisé. En tout cas, le maximum digitalisé. Donc, avec le schéma que j'ai fixé tout à l'heure, je vais aller le chercher. Comme ça va permettre de l'expliquer. En fait, c'est que vraiment aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment aller vers ça. C'est shifter, comme j'ai dit tout à l'heure, shifter vers le digital, quel que soit le point de contact. Digitaliser aussi les forces de vente avec les tablettes, etc., que ce soit tout digitalisé, mais surtout shifter tous les points de contact avant la vente, pendant la vente, après la vente, digitaliser vraiment tout parce que c'est ça qui va améliorer la productivité et c'est ça qui va améliorer l'expérience client. Maintenant, c'est vrai que le digital, les clients étaient habitués un petit peu avant Covid-19, mais maintenant avec le Covid-19, maintenant les clients, ils ont vu en fait l'intérêt d'aller vers le digital parce qu'ils considèrent que le digital, c'est un gain de temps, c'est aussi une économie parce qu'on peut comparer et on a plus de choix. Donc, vraiment, aujourd'hui, il faut aller vers le digital et être présent, évidemment, sur les réseaux sociaux et puis générer du trafic via votre site web
via votre magasin éventuellement, si vous avez un magasin physique aujourd'hui. En tout cas, c'est là, en fait, c'est aller vers le digital au maximum. Digitaliser au maximum. Maintenant, il faut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, voir le parcours client, l'expérience client globalement. Il est digital, mais il n'est pas que digital, il peut être offline aussi. Très bien. Madame Oumibar, vous voulez toujours poser votre question? On vous écoute. Merci beaucoup pour cet éclairage, professeur. Avec un grand plaisir. Sinon, je passe à la question de M. Badian Ibou. C'est une question qui concerne la partie protection des données. Parce que, bon, comme bien sûr, une entreprise doit avoir une stratégie offensive et défensive, sa question est de savoir, est-ce que la sécurité est garantie à 100% avec la dématérialisation des processus métiers? Côté sécurité. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon, il relève moi j'ai parlé de technologie, en fait, qui est catalyseur là-dedans, évidemment, et tous les aspects qui concernent la technologie, et en particulier l'aspect sécurité. Donc l'aspect sécurité, elle est extrêmement important dans les entreprises aujourd'hui. Avant même de commencer la transformation digitale, le premier chantier avec lequel ils commencent, c'est vraiment la sécurité, et là, en particulier la cybersécurité, parce que quand vous commencez en fait à mettre en place le télétravail, quand vous commencez à digitaliser les process, surtout si vous travaillez avec des partenaires extérieurs, la surface en fait d'exposition en termes de risque augmente. Donc, et du coup, les entreprises, ils vont commencer d'abord par sécuriser leur système d'information, sécuriser l'accès avant de lancer des initiatives massives concernant aussi bien le télétravail que la digitalisation des process avec les clients ou des process avec les partenaires de l'écosystème. C'est vraiment quelque chose de très important, la cybersécurité. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un point aussi qui est important, mais c'est plutôt le plan de continuité d'activité aussi. Avoir un plan de continuité d'activité est extrêmement important aujourd'hui, d'élaborer un plan de continuité d'activité. Les entreprises qui ont pu démarrer le télétravail, qui ont pu continuer leur activité avec la pandémie Covid-19, sont celles qui avaient déjà un plan de continuité d'activité, qui ont sécurisé leur système d'information. Mais c'est vrai qu'avec le télétravail, les entreprises, un peu dans l'urgence, elles ont ouvert un peu le télétravail, mais c'est vrai, ça a généré un certain nombre de risques. Maintenant, après le déconfinement, en fait, les entreprises vont reprendre tous ces aspects qui concernent la sécurité, la cybersécurité, leur plan de continuité d'activité. Très bien. On va prendre d'autres questions. D'autres questions? Oui. Il reste 5 minutes. Hein? 5 minutes. Si on peut prendre une ou deux questions. Je peux parler? Oui. Pour les retardataires, avec votre permission, est-ce que ce serait possible d'avoir la documentation pour la relire et puis se l'approprier? Exactement. Vous aurez la vidéo sur LinkedIn. La vidéo, éventuellement, leur envoyer la présentation. La présentation. Et la présentation, vous pouvez envoyer aussi. Il n'y a pas de souci. Ce serait parfait. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. On vous enverra la présentation et vous aurez également la vidéo sur notre page.